Bonjour tout le monde, nous voici à la troisième capsule du chapitre 12, fabrication d'objets techniques pour les élèves STE. Donc on voit seulement les notions ST, mais comme vous n'avez pas le même matériel, c'est vraiment pour les élèves de STE ici. Quoique la matière est la même pour les ST et les STE, c'est juste votre matériel qui est différent. Donc aujourd'hui, on va voir les catégories de matériaux, c'est-à-dire les bois modifiés, les céramiques, les métaux et alliages, ainsi que les plastiques et comment on peut les protéger. On trouve ça en théorie dans les pages du manuel 389-390, dans votre cahier bleu de notes de cours 153 à 156 et dans le cahier d'exercice, vous retrouverez des exercices à faire, donc pages 264 à 267 et vous n'avez pas à faire les numéros 6, 8 et 9 ainsi que les numéros qui sont notés si c'est le cas STE. Je m'en vais donc dans votre cahier bleu de notes de cours à la page 154. Donc, page 154 des notes de cours. Je les agrandis maintenant qu'on y est tous rendus. Alors, les bois modifiés. Qu'est-ce qu'il en est? Je vais prendre mon crayon pour surligner, même si ce n'est pas la chose la plus belle, mais quand même. Donc, les bois, qu'est-ce que c'est que le bois? C'est un matériau qui provient de la coupe et de la transformation des arbres. Donc, un matériau qui était auparavant vivant. Ce pourquoi on l'aime, qu'on l'apprécie, les propriétés qu'il a. La dureté, l'élasticité, la résilience, la ténacité. La faible conductibilité thermique et électrique, la facilité de l'assembler, de le façonner, la couleur, la teinte. Donc, si on pense par exemple à des bois qui sont très noirs, comme l'ébène, donc, ou l'acacia qui est rougeâtre. Donc, selon la teinte, la couleur, ça peut être apprécié. Et la relative légèreté. On peut avoir les bois modifiés. Ici, j'ai un panneau de contreplaqué. Un panneau de contreplaqué, ça va être des couches de bois qui vont être mises les unes par-dessus les autres. Donc, une dans un sens, vous pardonnerez mon dessin qui ne sera pas probablement très très beau. Donc, dans la première couche, la fibre du bois va être comme ça. La deuxième couche de bois, on va mettre la fibre dans l'autre sens. Donc, on va tourner à 90 degrés le panneau. Le suivant, on va remettre dans le sens de la première. Donc, on va entrelacer les différentes couches de bois. C'est pour ça que quand on regarde un panneau de contreplaqué de côté, on voit comme toutes des petites épaisseurs, comme ça, des petites galettes les unes par-dessus les autres. On va se servir de colle pour faire tenir les différents plaquages ensemble. C'est la raison pourquoi on appelle ça un contreplaqué. Ou, en bon français, un plywood. Un panneau de fibres de particules, de panneaux de particules plutôt. Donc, on a des particules, ça ressemble en fait à de la litière pour les animaux. Donc, c'est des particules de bois qui ont été toutes mélangées à de la colle et mises sous pression. Ça a donné un panneau de particules. Et panneau de fibres, donc on va prendre des petites fibres de bois, plus petits que des copeaux. C'est ce qu'on appelle du MDF. Donc, ou HDF selon la densité de fibres. Donc, ça va être très lourd. C'est un panneau de fibres. Il y a des désavantages à utiliser des panneaux de bois modifiés comme ça. Donc, s'il y a de l'eau, de l'humidité, ça va gonfler. Ici, comment on pourrait faire pour les traiter et éviter leur dégradation? Donc, on peut les tremper dans une solution basique qui contient du cuivre ou dans d'autres solutions qui vont permettre de les conserver plus longtemps. C'est pour ça qu'avant, c'était plus verdâtre à cause du cuivre. Donc, c'était le bois traité qu'on mettait à l'extérieur. Maintenant, on peut aussi le chauffer à très haute température. Donc, ça coûte généralement plus cher. Ça va faire du bois qu'on peut appeler du bois torréfié aussi, un bois qui va être beaucoup plus foncé. Voilà. Donc, comment on va faire aussi? On va pouvoir le peindre, on va pouvoir le vernir, ce bois-là, lui ajouter une teinture pour venir le protéger. Ensuite, on va voir les céramiques. Les céramiques, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des substances qui sont inorganiques. De la terre, par exemple, des minéraux qu'on va mettre tout ensemble et qu'on va traiter à haute température. En le traitant à haute température, ça va permettre d'avoir un matériau qui est solide. Donc, chauffage de matière inorganique avec d'autres composés. Les procédés de chauffage permettent la vaporisation de l'eau. C'est pour ça qu'on fait cuire les céramiques et ça permet de réarranger les liens et ça devient toujours très solide à la température de la pièce. Les avantages, désavantages des céramiques maintenant. On les a ici. En raison de sa faible conductibilité électrique, les céramiques sont souvent employées dans le domaine de l'électronique ou encore sur les lignes de haute tension. On va en utiliser en électricité.
Leur dureté, elle est élevée, donc ils sont très en demande pour les matériaux de construction, les outils de coupe, etc. En raison de leur résistance à la chaleur et leur faible conductivité thermique, on va l'utiliser pour la vaisselle ou comme isolant dans les fours. Ça résiste à la corrosion, mais par contre, elles sont fragiles. On peut mettre dessus un enduit qui va permettre d'être moins réactif, donc une peinture qui va être cuite à la surface. Probablement pas le bon terme, une peinture, mais on va mettre quelque chose à la surface qui va permettre de bien le, le protéger. Ici, la dégradation et la protection. Je vous ai ajouté qu'il faut faire attention aux acides, aux bases. Quand on a des céramiques, souvent ça va être écrit sur les contenants de ne pas utiliser d'acide ou de base très forte, donc très concentré pour nettoyer des céramiques, par exemple, parce que ça pourrait venir altérer le matériau. Et il faut faire attention au choc thermique. Donc, par exemple, si je prends ma mijoteuse qui est remplie d'aliments chauds que je viens juste de vider, et que je la mets dans de l'eau froide pour la nettoyer, ben, j'ai déjà fait craquer la mienne comme ça. Donc, il faut faire attention à éviter les grands chocs thermiques. Les métaux et les alliages, maintenant, on va les traiter en même temps puisque un est dérivé de l'autre. Donc, un métal, c'est extrait d'un minerai. Les métaux sont généralement brillants et de bons conducteurs d'électricité et de chaleur. Un alliage, c'est le résultat d'un mélange homogène d'un métal avec une ou plusieurs autres substances. Et les autres substances qu'on va leur ajouter peuvent être métalliques ou non. Ce n'est pas grave. Vous avez ici des alliages. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que les alliages, ce que ça va permettre de faire, c'est d'avoir de meilleures propriétés, des propriétés qui vont mieux satisfaire nos besoins. C'est la raison pourquoi on va en faire un mélange. Je ne veux pas vous apprendre par cœur chacun des alliages avec leur composition et pourcentage, tout ça, c'est vraiment pas le but aujourd'hui. On a parlé entre autres d'un alliage en classe. On a parlé de l'or blanc, de l'or rose, de l'or jaune qui n'était pas pur lorsqu'on l'utilisait pour les bijoux en joaillerie, puisque ce serait trop mou. Donc, ce sont trois exemples de métaux ici qui sont traités sous forme d'alliage. Pour éviter donc qu'il y ait dégradation, on va venir les protéger, soit par un revêtement métallique, donc de zinc, de chrome, d'argent, etc. Bref, d'une substance qui ne réagira pas avec l'oxygène pour pas qu'il y ait de rouille. Les autres revêtements, on va parler de peinture, d'émail. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de céramique, on va mettre un émail sur la céramique pour le protéger. On peut aussi mettre de l'émail sur des métaux ou des alliages pour les protéger. On peut mettre de la graisse, de l'huile ou encore une résine pour venir protéger notre métal pour ne pas qu'il rouille, qu'il s'oxyde. Ici, on vous parle des traitements thermiques. Donc, traitement thermique, qui dit thermique, dit chauffage, dit haute température. Ça permet de traiter l'acier, qui est un mélange ferreux, donc un alliage ferreux qui contient du fer, donc qui s'oxyde, qui rouille. Ici, on vous explique qu'est-ce que c'est. On chauffe, on refroidit et on réchauffe. Et cela permet d'avoir donc des meilleures propriétés, des propriétés qui sont plus intéressantes pour nous. Je m'en vais avec les matières plastiques. Une matière plastique, c'est fait de polymères, c'est-à-dire de longues chaînes notre molécule est une très, très longue chaîne et on peut ajouter d'autres substances pour avoir d'autres propriétés. Et il y a deux grandes catégories, j'aurais pu faire des petites flèches comme ça, deux grandes catégories de plastique, les thermoplastiques et les thermodurcissables. Thermoplastiques, ils se ramollissent sous l'effet de la chaleur. Si je les chauffe, si je les mets au four, ils vont devenir tout croche, ils vont ramollir et lors de du refroidissement de la pièce, ben, il va conserver la forme qu'il va avoir dû au chauffage. Un thermodurcissable, il y a certains éléments de cuisson qui sont faits de thermodurcissable, donc c'est dur en permanence. Même si je le mets au four, le contenant ou l'objet va garder sa forme. Il y a un super avantage-désavantage par rapport à ça. Le fait que le thermoplastique puisse être chauffé et remodelé lui permet d'être recyclable, alors que le thermodurcissable n'est pas recyclable dû au fait qu'il reste dur en permanence, même sous l'effet de la chaleur. Donc, c'est bien un fait à noter. Et ici, donc, dans votre cahier par la suite, vous avez le résumé de votre chapitre qui se trouve à la fin, comme d'habitude, que vous pouvez venir relire tout doucement. Je vais vous faire grâce de faire cette lecture-là.
Voilà. Et ça vous permet donc maintenant, si je reviens à notre tableau, de venir faire vos exercices pages 264 à 267, sauf les numéros précisés. Donc, on se revoit pour la dernière capsule qui portera sur les projections, c'est-à-dire plus précisément le dessin d'ensemble éclaté. Donc, ce sera une capsule beaucoup plus courte dans ce cas-là et qui va venir terminer le tout pour notre chapitre 12. Sur ce,